suis très content d'être ici. Alors j'ai la mission délicate de vous séparer du café. Donc je vais essayer d'être intéressant au minimum et de pas déborder. Donc on va dire jusqu'à 16h, pardon, 15h45 peut-être, 15h50. Ouais, mais c'est rien que je parle si personne ne m'écoute. Donc voilà, je vais essayer de tenir, disons, entre 30 et 40 minutes. Éventuellement, on va échanger. Voilà. Donc je vais pas dire des choses tellement différentes que ce que vous avez entendu. Alors, j'ai pas eu la chance de pouvoir tout entendre la présentation du professeur Bringer, mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Alors moi, je voulais vous parler du chiffre. Donc on a discuté sur cette présentation, prévoir l'avenir. Évidemment, prévoir l'avenir, c'est impossible. Même demain, on ne sait pas si le soleil se lèvera demain. Ça, on le sait depuis Hume. C'est pas parce que tous les matins le soleil se lève que le soleil se lèvera demain. Parce que dans ce cas, la dinde a raison. La dinde qui, le 23 décembre, dit « demain, on va me gaver. Puisqu'on m'a gavé tous les jours depuis que je suis né, on va me gaver. Demain, c'est le 24 décembre, on va me gaver aussi. » Non. Donc, plutôt que d'essayer de prévoir l'avenir, ce qui est évidemment impossible, ce que je vous propose, c'est de réfléchir sur le chiffre. Le chiffre qui est aujourd'hui ce qui soutient ou incarne ou symbolise une forme de pivot entre une société, un modèle de société, un modèle de pensée et un autre. Et donc, on va parler du problème que pose le chiffre aujourd'hui et demain, surtout aujourd'hui, mais probablement aussi demain, vu ce qui se passe aujourd'hui. Alors je suppose que je m'adresse à des gens relativement au fait de ces choses-là, mais on va quand même faire un petit test. Quand vous prenez une plume et un marteau et que vous les lâchez, qu'est-ce qui touche le sol en premier? Question à 100 francs. Bien. Donc dans le vide, les deux tombent en même temps. Très bien. Alors qu'est-ce qui a dit ça en premier? Bon, mais c'est bien déjà, c'est bien. Il faut partager, partager le travail. C'est Galilée. Et je pense à ça parce qu'il y a quelques jours, on vient de calculer très précisément, avec 14 zéros, je crois. 14 zéros, ça fait beaucoup de zéros. Avec 14 zéros, on a vérifié que c'était vrai. Par l'observation des étoiles, via un satellite, le CNES, ou je ne sais plus comment il s'appelle, il y a quelques jours. Et donc, on a vérifié cette prédiction ou cette affirmation par l'observation des planètes, des satellites. Et il y a des gens qui étaient inquiets quand même, parce qu'ils disaient, si ça ne se vérifie pas, on va être vraiment emmerdé, parce que depuis Galilée, on est vraiment sûr de ça. On est vraiment sûr que deux objets, indépendamment de leur poids, tombent à la même vitesse. Mais Galilée n'a pas découvert. On l'a vérifié avec 14 zéros, mais c'est pas avec les zéros que Galilée a découvert. C'est pas les chiffres, c'est pas en mesurant le réel que Galilée a trouvé cette idée, a trouvé cette réalité, cette vérité. Parce que Aristote disait, jusqu'à Galilée, on fonctionnait sur Aristote. Aristote il disait un truc quand même relativement simple à comprendre, c'est que les objets lourds ils tombent et les objets légers ils montent. Et plus c'est lourd, plus ça tombe fort, plus ça tombe vite, et plus c'est léger, moins ça tombe vite, moins ça tombe fort. Ça va? Ça va? Ouais, ça serait pas mal si on éteignait le... Voilà. Donc, si Galilée avait mesuré... On va parler de mesure. Si Galilée avait mesuré ce que dit Aristote, il aurait pesé les choses, quoi. Et il aurait peut-être pesé les choses avec 14 zéros. Il aurait dit, le marteau pèse tant de fois plus que la plume avec 14 zéros de précision. Et ça n'aurait pas été Galilée. Ça aurait été un aristotélicien, comme des milliers d'aristotéliciens qu'on a oubliés. Non, qu'est-ce qu'il a fait, Galilée? Il a fait une expérience de pensée, ce qu'on appelle une expérience de pensée. Il a dit, si vous prenez une statue d'Aristote, vous savez, en marbre, et vous tranchez la tête, et vous faites tomber la tête et le corps. Le corps est un peu plus lourd, plus gros. Bon, le corps va tomber en premier, très bien. Mais si vous rattachez la tête et le corps, ils ne vont pas tomber 2 fois plus vite. C'est pas logique, ils vont tomber à la même vitesse, globalement. Parce que vous rattachez. Si 2 hommes sautent en parachute, ils tombent à une certaine vitesse. S'ils s'agrippent l'un à l'autre, ils sont 2 fois plus lourds, forment un corps 2 fois plus lourd. Est-ce qu'ils tombent 2 fois plus vite? Non, ils tombent à la même vitesse. Expérience de pensée. Cette expérience de pensée a fait dire à Galilée, les objets tombent à la même vitesse, contre la mesure, contre la perception. C'est lui aussi, il me semble, qui disait que ce n'était pas le Soleil qui tourne autour de la Terre.
une expérience de pensée aussi. Dis, si je vais en haut de la tour de Pise et que je suis tourné vers le sud, si je veux voir le nord, est-ce que je vais demander à tous les esclaves de Pise de faire tourner Pise autour de moi? Non, je vais me tourner, c'est quand même plus simple. La Terre, c'est pareil. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Terre qui tourne sur elle-même? C'est quand même plus simple, plutôt que de faire tourner toutes les étoiles autour. Expérience de pensée. Bon. Donc, la morale, je commence par ça et je finirai par ça, c'est que le chiffre n'enseigne rien. Le chiffre précise une idée, mais le chiffre en lui-même n'enseigne rien. Et donc, à travers le chiffre, j'aimerais parler de la mesure, parce que le chiffre sert toujours à mesurer. Et mesurer, c'est un mot, je réfléchissais il y a quelques jours, c'est un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses, mais il me semble qu'il veut dire 3 grandes choses, et ça va être les 3 grands moments de cette présentation. Première chose, mesurer. Vous mesurez les choses. Donc c'est Figaro qui mesure son lit parce qu'il s'installe au début du mariage de Figaro. Il mesure comment il va pouvoir mettre son lit à quel endroit de son appartement. La mesure. Mesurer les choses. Faire des mesures. Mais il y a un deuxième sens de mesure. C'est prendre des mesures. Prendre les mesures qui s'imposent. Les mesures, des décisions. Évidemment, prendre des mesures dans un sens conduit souvent à prendre des mesures dans un autre sens. Une fois que vous avez mesuré les choses, vous prenez des mesures. Mais mesure, ça veut aussi dire une dernière chose, il me semble, qui est importante, c'est que vous pouvez être mesuré. Vous pouvez prendre une décision mesurée. Mesurer, ça ne veut pas dire que vous avez calculé avec votre calculette. Non, ça c'est prendre une mesure. Être mesuré, c'est encore différent. Donc c'est avec les 3 temps. Premier temps, qu'est-ce que ça veut dire prendre la mesure, prendre des mesures quand on parle de santé humaine? Deuxième temps, comment est-ce qu'on fait pour en déduire des mesures politiques, des mesures d'hygiène publique, des mesures économiques? Et enfin, troisième temps, on va se rendre compte qu'il faut être mesuré quand on utilise les chiffres pour prendre des décisions. D'accord? Donc premier temps, le chiffre. Le chiffre, la mesure. Alors, pourquoi le chiffre il nous intéresse aujourd'hui quand on pense à l'avenir? Parce qu'évidemment, on pense à la technologie, et en particulier aux nouvelles technologies. Alors c'est quoi les nouvelles technologies? Ces technologies d'il y a 6 mois? Ces technologies d'il y a 10 ans? Ça commence quand en fait? Quand est-ce qu'à partir de quand c'est nouveau? Nouvelles technologies, on va le dire combien de temps nouvelles? Dans 1000 ans, c'est encore les nouvelles technologies? Bon, alors je vous propose pour penser l'avenir, il faut comprendre le passé. Donc je vous propose de revenir à l'origine, c'est-à-dire de dire finalement ça vient d'où les nouvelles technologies? Donc on va se demander d'où vient la technique d'abord, avant de faire la nouvelle technologie. Voilà, technique, c'est quoi la technique? La technique, c'est ce que font les êtres vivants pour survivre. Tous les êtres vivants. Parce que technique, si on revient à l'origine, techné, le mot techné en grec, ça veut dire un moyen de produire, une façon de faire. Tous les êtres vivants ont des besoins. Parce que tous les êtres vivants doivent vivre et se reproduire. Donc ils ont des besoins. C'est-à-dire ils sont à distance d'eux-mêmes. Les êtres vivants, c'est les seuls êtres qui ont besoin d'autre chose qu'eux-mêmes pour rester eux-mêmes. Prenez un caillou, vous le mettez là, dans 1000 ans, il est là. Normalement, il ne bouge pas. Bon, on prend un être vivant, on le met là, dans 1000 ans, il n'y a plus rien. Mais même dans 1000 heures, il n'y a plus rien. L'être vivant, c'est un être qui a besoin d'autre chose que soi pour rester soi. Ça s'appelle les besoins. Et donc, on a une technique, c'est-à-dire un chemin entre nous, notre manque, et ce dont on manque. C'est ça la technique, c'est le chemin. Et donc nous, on a des techniques, mais je sais pas, les abeilles ont des techniques, font des ruches, les fourmis font des fourmilières, etc. Mais les arbres aussi, ils ont une technique, ils ont une certaine façon de pousser, une certaine élégance d'ailleurs. Vous les empêchez de pousser, hop, poussent à gauche, ils évitent, ils sont pas bêtes. Bon. Je discutais il y a quelques jours avec une microbiologiste qui m'expliquait combien les bactéries sont fascinantes d'intelligence, d'adaptation. Donc la technique, c'est une façon de faire pour survivre. Une façon de faire pour survivre, ok. Alors c'est quoi la technologie? Pourquoi on rajoute logie? C'est juste des mecs qui veulent paraître intelligents? Ça arrive souvent. C'est quoi la différence entre la technique et la technologie? Proposition? Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. On pourrait dire que logie, c'est un peu la science, c'est ce que vous dites, c'est des machines, ça sert à mesurer. On pourrait dire, la technique, c'est le canon, la technologie, c'est la bombe atomique. Voilà. Dans les deux cas, il y a une manière de faire, mais dans un cas, on voit bien que c'est un peu artisanal, quoi. C'est
C'est le vieux sage qui est dans mon atelier, qui touche des trucs, puis à un moment ça brûle, puis à un moment ça explose, et puis il le met dans un tuyau, puis ça fait un canon, quoi. Alors que la bombe atomique, c'est pas vraiment ça. On doit en passer par la science. Ce que ça veut dire logie, en fait. Logos, c'est le langage, la science, la connaissance. Donc, la technologie, c'est l'utilisation du chiffre, parce que la science, c'est ça. La science, c'est le quantitatif. C'est la capacité à mesurer de façon quantitative les événements, les phénomènes du monde. Et donc, le chiffre, c'est une sorte de baguette magique qui va transformer le canon en bombe atomique. Bon, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Alors maintenant, on a la technologie. Ok, c'est la technique avec la science, avec du chiffre. Maintenant, les nouvelles technologies. La technologie, c'est déjà nouveau, relativement, à la technique. Mais nouvelle technologie, c'est quoi? En quoi ça consiste? Alors, ce que je vous propose, moi, ce que je vais penser, parce qu'il y a plein de façons de le définir, mais ce que j'ai pensé, c'est de caractériser les nouvelles technologies par une dématérialisation. Et au fond, je réfléchissais, je me disais, finalement, la dématérialisation, c'est une sorte de quantification au carré. C'est-à-dire qu'on quantifie les événements du monde. C'est Galilée, mathématisation de la nature. On ne va plus regarder la nature avec l'œil du peintre ou avec l'œil des qualités, des couleurs. Bon, on va juste la mesurer. Eh bien, les nouvelles technologies, c'est la dématérialisation. C'est-à-dire le fait que cette quantification, eh bien, au fond, on arrive à la traduire dans un code, et ce code, on le diffuse. Et on le change. Et on le fait apprendre. C'est l'idée d'apprentissage, l'apprentissage profond, le deep learning, l'intelligence artificielle. J'en reparlerai tout à l'heure. Et donc, les nouvelles technologies, c'est la capacité, au fond, à agir sur le monde et à agir dans le monde par le chiffre, par la quantification. Ok. Et donc, évidemment, ça arrive dans tous les domaines. Hein, vous parlez d'ubérisation, hein, le professeur parlait tout à l'heure d'ubérisation. Une ubérisation de la santé, c'est-à-dire qu'on va transformer aussi en chiffres la santé. Et donc, on va chiffrer et on va déchiffrer. On va déchiffrer la santé, on va déchiffrer le corps. On va lire le corps à travers des chiffres. On va lire le corps dans son ADN. On va lire le corps dans ses grands équilibres. On va le quantifier. Et puis on va accumuler les données, big data, et on va arriver à un homme moyen. L'homme moyen. Alors l'homme moyen, peut-être personne ne correspond à cet homme moyen, mais disons que voilà, c'est la courbe de Gauss. Voilà. La plupart des gens sont comme ça. Et si vous n'êtes pas comme ça, c'est que vous êtes bizarre, potentiellement malade, potentiellement dangereux. Bon. Donc ça, c'est la quantification de la santé. Ok, on quantifie l'être vivant. Bien évidemment, au niveau public, c'est la santé publique. Donc on peut lire la santé de l'individu, mais on peut lire aussi une population. Et là aussi, il y a une évolution. L'idée de santé publique, elle passe par une quantification de la population, c'est-à-dire le fait de défaire les êtres vivants, mais enfin surtout les êtres humains, défaire les êtres humains de leur qualité. De même qu'on a défait le monde de ses qualités pour le calculer, on va défaire ce qu'on appelait le peuple, les Bretons, les paysans, les nobles. On va défaire les individus, le peuple, de ses qualités. Et qu'est-ce que c'est un peuple dont on a enlevé les qualités? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle une population. Population, c'est des êtres homogènes, tous semblables. C'est assez révolutionnaire. D'ailleurs, les révolutionnaires disaient une tête, un vote. Il n'y a plus tiers-état, noblesse, clergé. Non, non, non. On est tous pareils. Population, une tête, un vote. Santé publique. La santé publique, elle passe par la quantification. Transformation du peuple en population. Extraction d'informations, qui est d'ailleurs tout à fait parallèle au développement de l'État. L'État se développe exactement au rythme de la captation de l'information. Combien y a d'individus? À quel moment ils meurent? Très important. Les registres paroissiaux, ça permet de savoir combien d'impôts on va lever. Ça permet de calculer les assurances-vie, les rentes viagères. Ça permet de lever une armée. Donc, quantification de la population, extraction de l'information et bien sûr, utilisation de cette information. C'est-à-dire mise en code, tabulation. Une fois que vous avez la donnée, l'information, comment vous la construisez dans un tableau? Vous savez bien, les tableaux, qu'est-ce qu'on fait apparaître dans le tableau? Très, très intéressant, quel choix on fait? Échantillonnage. Toute mesure repose sur une extrapolation. C'est le principe des sondages. Les sondages, les Français pensent que. On a interrogé 1000 personnes. Ouais, mais on extrapole parce qu'on dit, on utilise des probabilités, des statistiques. Si c'est représentatif de la population, on peut extrapoler. Donc on peut faire un discours sur une population. Bon. Et donc, ce chiffre va nous permettre de connaître et donc d'agir.
d'agir conformément à cette connaissance, la connaissance de la réalité quantifiée, qui a l'avantage d'être relativement indiscutable. Parce qu'on peut toujours discuter un poème de Rimbaud, mais un chiffre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, prendre la mesure de quelque chose, ça nous amène à ensuite prendre des mesures conformément à ce qu'on sait. Okay, donc, deuxième temps, on va pouvoir prendre des mesures. Le chiffre va nous permettre de prendre des mesures. Alors, la première mesure, évidemment, qui nous intéresse, c'est la négociation. Vous le disiez tout à l'heure, on va baisser les prix, on va économiser. Quand on parle quantification, on parle souvent argent, parce que l'argent, c'est une quantité, et on sait bien que c'est une quantité qui permet de dire beaucoup de choses, presque tout. Et donc, quand on parle économie, on parle souvent d'économie, de faire des économies. Quand on fait de l'économie, c'est souvent pour faire des économies. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, chiffrer l'activité médicale. La T2A, je crois que c'est plus trop à la mode, on essaie de changer ça, non? Parce que mes infos datent un peu. Mais on est en train de revenir un peu là-dessus. On dit, il y a des biais, c'est une quantification qui ne correspond pas tout à fait. C'est quoi votre expérience de ça? La quantification de l'activité. Le fait de dire, bah voilà, tel acte médical, ça vaut tant, ça consiste dans tant, on a besoin de telle chose. Voilà, et voilà, ces petites boîtes, des petites catégories. Ça, c'est du chiffrage. Bon, on quantifie l'activité. Ça nous permet de faire des économies. On quantifie aussi les organisations. Comment un hôpital est organisé, comment un système de santé est organisé. Ça a un impact sur l'organisation. Il me semble qu'il y a récemment une grande réorganisation qui a été faite. Réorganisation par pôle, c'est déjà ancien maintenant, mais ça consistait à redistribuer complètement l'activité. L'idée, c'était de faire des économies. Non? C'est pas ça l'idée? Il me semble. Bon. Faire des économies. Donc, on chiffre et on est en meilleure santé, on a de l'information pertinente sur la population, sur la santé publique, on peut réduire les coûts. Bon, c'est que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. C'est le progrès, on n'arrête pas le progrès. Comme dirait San Antonio. Il n'y a que le progrès qu'on n'arrête pas, ma bonne dame. Seulement, faire des économies, c'est pas tout. Faire des économies, c'est pas tout. Il faut aussi faire des arbitrages. Alors, on ne va pas dire on continue tout pareil et juste on dépense moins. Il y a des progrès techniques, technologiques, il y a des évolutions, il faut s'adapter. Donc il faut parfois faire des arbitrages. Par exemple, est-ce qu'on va mettre un budget sur le soin de telle pathologie grave, par exemple, qui affecte une petite partie de la population? Ou est-ce qu'on va plutôt développer une hygiène publique qui va résoudre des petites pathologies? Qu'est-ce qu'on choisit? On ne peut pas tout faire. Où est-ce qu'on met l'argent? Arbitrage politique. Là, on ne peut pas dire on va chiffrer. Il faut faire un choix, là. Chiffrer, on sait combien ça coûte. Mais où est-ce qu'on met l'argent? Comment est-ce qu'on décide? C'est quoi le critère pour décider? Donc, je vous pose la question, c'est quoi le critère pour décider? Comment est-ce qu'on décide où est-ce qu'on met les sous-sous? Parce qu'on va dire, on fait moins. Oui, on fait moins, mais là, par exemple, on sait bien que les ressources sont rares. Genre, aussi riche soit-on, les ressources sont rares. C'est pour ça que plus on est riche, plus on est endetté. Les ressources sont rares, donc il faut arbitrer, c'est pas seulement faire moins cher, il faut faire des choix. Donc comment on fait un choix? Là où ça va se voir. Là où ça va se voir. Ça, c'est une réponse très politique. Mais essayons de raisonner de façon philosophique, c'est-à-dire indépendamment de la réalité. Parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent de façon comme ça, éthique, de façon humaine, de façon théorique. Et ça impacte quand même les décisions politiques, ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas que ça se voit comme vous dites. Et si on prend une décision contraire à ce que les gens ont dit, par exemple un comité d'éthique ou quelqu'un, bon, ça va se voir. Donc comment est-ce qu'on va réfléchir? Eh ben, on va dire finalement, on va quantifier. C'est-à-dire qu'on va continuer ce qui marche tellement bien depuis Galilée, qui fait qu'on construit des bombes atomiques, c'est quand même chouette. On va quantifier. Alors qu'est-ce qu'on va quantifier en médecine? Bon, c'est bien. Quand on doit faire des choix, par exemple les choix tragiques. Vous avez un organe et il y a 2 malades. Je sais c'est comment? À qui vous le donnez? Alors vous dites pas on va faire des économies. Il y a un seul foie. On va quantifier. On va dire combien la greffe va-t-elle produire d'années de vie en bonne santé? Bon,
Et on va dire, bah voilà, il y en a un qui est malade, il est vieux, bon, l'autre il est jeune, il est en pleine santé, bah, je vais greffer aux jeunes parce qu'il a, c'est les QALY, je crois, hein, qu'on appelle ça, les QALY, les années de vie en bonne santé. Et donc on va quantifier. Et donc c'est bon. On a résolu le problème. Donc on va dire que finalement le critère pour faire des arbitrages, c'est un critère utilitariste. C'est-à-dire le plus grand bien pour le plus grand nombre. Le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc est-ce qu'on va soigner des pathologies graves pour un petit nombre de personnes ou des pathologies moins graves, moins sévères pour un grand nombre de personnes? Bah, combien ça fait de QALY en tout? On va additionner, on va faire un calcul. On va garder le même tableur et puis on va faire un calcul. Sauf que ça pose problème. Ça pose problème. Et je vous propose de faire une expérience de pensée avec moi, comme Galilée. Expérience de pensée. Imaginez, vous êtes dans un tramway. Vous la connaissez peut-être. Vous êtes dans un tramway. Il y a plusieurs histoires avec le tramway. Je vous propose une histoire en quatre volets. Vous êtes dans un tramway, et le tramway n'a plus de frein, et il dévale une pente. Vous êtes dans la cabine de pilotage, mais les freins ne fonctionnent plus. Il y a sur la voie 5 personnes qui sont là, qui fument un joint, qui jouent au tarot, je ne sais pas. Qui sont à la fac, quoi. Et vous vous rendez compte qu'il y a une voie à droite où il y a un ouvrier qui travaille. Bon. Alors les freins ne fonctionnent pas, mais le volant fonctionne. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne faites rien et vous laissez le tramway tuer les 5 personnes, étudiants en sociaux, ou est-ce que vous actionnez le volant et vous tuez l'ouvrier seul qui est à droite? Qu'est-ce que vous faites? Honnêtement. On peut détruire? Ah, j'avais jamais eu celle-là. D'accord, merci pour cette proposition. Relativement efficace, je dois bien le dire. Bon, donc je vous propose qu'on vote, puisque c'est la démocratie sanitaire. Qui ne fait rien? Levez la main. Qui ne fait rien? Qui tue les 5, qui fait rien, qui dit c'est pas mon problème, je suis pas chauffeur, c'est pas moi qui ai merdé avec les freins, je fais rien. Levez la main. 1, évidemment, toujours le même. 2, d'accord. Alors maintenant, pour être sûr, qui tourne à droite? Levez la main. Qui tourne à droite? Ok. Alors il y en a beaucoup qui se prononcent pas, ils se disent oula, il y a un piège, et ils ont complètement raison. Pardon? Les votes sont anonymes. Bien sûr, les votes sont anonymes, c'est la base. La base. Vous n'êtes qu'une population. Ah. Bon, deuxième cas de figure. Vous n'êtes pas dans le tramway, vous êtes dans on va dire, une sorte de tour de contrôle, comme il y a parfois dans les gares, hein, comme dans les aéroports. Vous êtes dans la tour de contrôle, vous n'êtes pas dans le tramway, mais c'est la même situation. Les freins sont cassés. Et vous avez une commande qui permet d'actionner l'aiguillage. Et vous êtes dans la tour de commande. Est-ce que vous actionnez l'aiguillage qui fait partir le tramway à droite ou pas? Bon, a priori, ça ne change pas franchement la donne. A priori, si vous avez dit oui au premier cas, vous dites oui au deuxième. Vous actionnez l'aiguillage pour aller à droite. Très bien. Troisième cas de figure. Vous n'êtes pas dans le tramway, vous n'êtes pas dans la station d'aiguillage. Vous êtes sur un pont. Vous êtes sur un pont, tranquille. Et puis, vous voyez le tramway. Et le tramway a perdu ses freins. Il y a 5 personnes sur la voie. Et il y a une voie à droite. Et là, il n'y a personne sur la voie à droite. Il n'y a personne. Il n'y a plus. L'ouvrier est parti. C'est un autre jour. Il a pris sa RTT. Et la voie de droite est libre. Mais évidemment, vous vous sentez parfaitement impuissant parce que vous n'avez pas la possibilité de tourner le volant ou d'actionner l'aiguillage. Donc, vous êtes vraiment démuni. Vous regardez à droite, à gauche. Et vous remarquez à côté de vous quelqu'un qui regarde le spectacle et qui est un petit peu en surpoids. Et vous savez, par hypothèse, que si vous le poussez, il va tomber sur la voie et il va faire dévier le tramway qui va aller à droite, où il n'y a personne. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est toujours 1 pour sauver 5, hein. En plus, il est gros, hein. Si ça se trouve, il a un pronostic vital très mauvais.
C'est toujours tuer un pour sauver 5. C'est pas tout à fait pareil, parce qu'il est hors de la scène. Il est hors de la scène. Ok. Bon, je refais pas le vote, parce que je pense que là, du coup, j'aurai plus trop de mains qui vont se lever. Mais prenons un dernier exemple, si vous le voulez bien. Vous êtes médecin, et puis il y a un accident de voiture, un carambolage, et vous avez dans votre cabinet 5 blessés graves qui ont un besoin vital, urgent, d'organes. Donc il y en a un qui a besoin d'un foie, l'autre il a besoin de rein, l'autre il a besoin d'un pancréas, l'autre d'un cœur, et l'autre de poumons. Et vous n'avez rien, évidemment, en boutique, au frigo, vous n'avez rien. Voilà. Donc vous êtes un peu embêtés. Ils vont mourir tous les 5. Et là, vous vous souvenez que vous avez un rendez-vous, un petit jeune de 20 ans qui vient pour son check-up annuel. Et comme vous avez du retard, il s'est endormi dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc, c'est une petite expérience de pensée pour vous montrer que l'idée qu'on peut quantifier les problèmes et que, en l'occurrence, l'utilitarisme, qui est quand même une sorte de théorie de la quantité appliquée aux questions politiques, appliquée aux questions de santé, pose très profondément problème, puisqu'on n'est pas face à des quantités, on n'est pas face à de la matière purement quantitative. La matière n'est pas purement quantitative, mais on pourrait la quantifier. On est face à de l'humain. Et donc là, je rejoins tout à fait Monsieur Bringer, professeur Bringer, qui me précède. On est dans de l'humain. Et donc, il faut être mesuré. Donc, troisième et dernier temps, la mesure comme prudence. Prudence qui, selon Aristote, était la vertu des vertus. La prudence. C'est un peu décevant, c'est pas très sexy, la prudence. Et pourtant, ce que dit Aristote, c'est que Aristote qui avait tellement tort sur ce qui est lourd et ce qui est léger, mais pour ce qui est de la morale humaine, il a eu pas mal de choses correctes, ou en tout cas intéressantes. Il dit la prudence, c'est la vertu des vertus, parce qu'aucune vertu ne fonctionne sans prudence. Aucune vertu ne fonctionne sans prudence. Parce que si vous êtes courageux, c'est une vertu. Mais si vous êtes courageux sans prudence, vous êtes téméraire, c'est un vice. Vous pouvez être généreux, mais si vous êtes généreux sans prudence, vous êtes libéral, vous donnez tout, ça ne marche pas, etc. Donc la prudence, ce que j'appelais la mesure, être mesuré, ça serait la vertu des vertus. Alors, dans ce dernier temps, ce que je vous proposerais, c'est non pas de chiffrer la santé, parce que chiffrer la santé, ça a du bon. Ça a du bon, on l'a vu. Ça permet une santé publique, ça permet d'avoir des niveaux, d'avoir une analyse, une grille d'analyse. Vous l'avez vu avant moi, et je m'appuie sur ce que vous avez déjà vu. Donc c'est intéressant, mais ça ne résout pas tous les problèmes. En fait, ça ne fait que prolonger une idée de départ. Ça ne fait que exécuter une conception de départ. Et donc, plutôt que de chiffrer la santé, ce qui est l'aval de la réalité, de notre réalité de santé à venir, je vous propose d'assainir le chiffre. Non pas chiffrer la santé, mais assainir le chiffre. D'accord ? Comment assainir le chiffre ? Eh bien, se rappeler que, encore une fois, le chiffre n'est que d'exécution. Et que, quand on en vient à la santé, et là, j'enfonce les portes ouvertes, je vais revenir à Canguilhem. L'anormal n'est pas l'anomale. Je ne sais pas si c'est une distinction qui vous parle. Hein ? L'anormal n'est pas l'anomale. Anomale, ça veut dire irrégulier. Anomale, anomalie. Une anomalie n'est pas forcément anormale. Vous pouvez être un athlète de haut niveau, vous êtes une anomalie, c'est-à-dire vous êtes une exception. Vous n'êtes pas anormal. L'anormalité en santé, la maladie, la normalité, c'est une souffrance humaine, c'est une évaluation, c'est une souffrance individuelle, ça peut être aussi un jugement social, la normalité. Par exemple, à une certaine époque, quand vous étiez gaucher, ça allait être dur pour vous. Vous étiez considéré comme anormal. Ah, c'était une anormalité. Aujourd'hui, plus. Bon. Les roux, les homosexuels, bon. Anormal, non. Anormal, une exception. Ou pas, bon. Mais ça ne veut pas dire anormal. Et donc, le chiffre, ça nous dit ce qui est anormal. Ça ne nous dit pas ce qui est anormal. Je peux être une anomalie sans avoir aucun problème. Je vous renvoie à Canguilhem, le normal et le pathologique. Je vous renvoie à cette phrase qui est souvent citée, qui est « ce n'est pas parce qu'il y a des hommes malades qu'il y a une médecine ». Pardon, c'est parce qu'il y a des hommes malades qu'il y a une médecine. La maladie, c'est d'abord un ressenti. C'est d'abord être ce que les Anglais appellent « sick ». Et ensuite, on découvre la disease, c'est-à-dire le soubassement chimique, biochimique, qui est la maladie, biologique qui est la maladie. C'est parce qu'il y a des hommes malades qu'il y a une médecine, et non parce qu'il y a des médecins que les hommes apprennent d'eux leur maladie.
La maladie, la normalité, c'est d'abord un ressenti. Donc, ce n'est pas les chiffres qui vont nous dire qui est malade, qui n'est pas malade. Une fois qu'on a fait un diagnostic, une fois qu'il y a un ressenti de maladie, le chiffre va nous aider. Le chiffre va éventuellement pouvoir prédire, mais toujours dans un certain cadre. C'est-à-dire que le chiffre, il ne dit que ce qu'on lui demande. La santé est qualitative. Et donc, elle implique de prendre en compte l'humain. Et là, on peut penser à quelque chose qui est éminemment politique au sens collectif, c'est le vaccin. Pourquoi il y a tellement de problèmes avec les vaccins? Alors que tous les chiffres montrent que c'est la découverte humaine qui nous a fait gagner le plus de vie, le plus de bonne santé dans toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi ça pose problème? Il n'y a pas photo. Tous les chiffres le montrent. Mais les gens ne sont pas d'accord avec les chiffres. Ils sont cons, quoi. Alors, ils sont humains. Ils sont humains. Le vaccin, c'est pas anodin. On parlait tout à l'heure d'intrusion, c'est quelque chose qui est assez violent. Et il y a beaucoup de gens qui disent le fait de le rendre obligatoire, ça crée de la défiance. Donc c'est de l'humain. Si vous ne prenez pas en compte l'humain et vous disiez c'est le chiffre a raison, vous avez tort. Ah oui, mais le chiffre dit que... Oui, mais le chiffre, c'est un chiffre, c'est une quantité. C'est pas ça qui est au centre. Ce qui est au centre, c'est l'humain. OK. Donc être mesuré, il faut être mesuré. Je terminerai cette dernière partie par l'idée de l'intelligence artificielle. Moi, depuis le début que j'entends parler d'intelligence artificielle, j'ai toujours un petit moment d'étonnement parce que je dis, mais intelligence artificielle, c'est une contradiction dans les termes. Intelligence artificielle, le fait que ça soit des machines qui soient intelligentes, parce qu'il y a une machine qui gagne au Go, ça y est, c'est bon. Ça y est, on va se coucher, c'est la machine qui a raison. L'intelligence artificielle, c'est, à mon avis, l'erreur fondamentale de considérer que le chiffre, la quantité, la quantification, a raison. Donc vous programmez une machine avec les règles du Go, et évidemment, elle va être plus forte que vous. Bah oui, vous avez fabriqué un truc qui est hyper puissant, avec la science, avec le chiffre. Donc forcément, il vous bat, mais c'est vous-même qui vous battez, sur un domaine bien particulier. Sur un domaine bien particulier. Mais faut-il jouer au Go ? Faut-il faire une fac de sociaux et fumer des joints en jouant au tarot sur une voie de tramway? Mais ça, l'ordinateur ne vous le dira pas. Prenez les maths. Les maths, c'est quand même la science du chiffre. Et essayez de trouver dans les maths une démonstration comme quoi il faut faire des maths. Non. Non. La question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, est-ce que je suis malade, est-ce que je suis normal? Le chiffre, il ne peut pas répondre à ça. Le chiffre, c'est un exécutant. Alors on dit l'intelligence artificielle, on dit l'apprentissage, le deep learning. Ce ne sont que des chiffres. Donc c'est un cadre que vous avez posé et qui va donner ce que vous lui avez demandé. Donc j'ai relu récemment le livre de Desrosières sur l'histoire de la statistique et je suis tombé sur cette phrase qui dit exactement ce que je veux dire. Je cite, « Les faits indiscutables, que l'information statistique, donc le chiffre, l'information statistique est sommée de fournir, les faits indiscutables que l'information statistique est sommée de fournir, mais qu'elle a contribué à accréditer, c'est-à-dire que le chiffre, il a été fabriqué. Il a été fabriqué parce qu'on a posé une certaine question. Par exemple, combien il y a de Noirs dans cette ville? Et pourquoi pas combien il y a de gens qui ont les yeux bleus? Quand vous posez cette question chiffrée, vous allez avoir une réponse chiffrée. Mais votre question, c'est déjà une réponse. On voit bien où ça nous mène. C'est pour ça qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites, parce qu'on sait bien ce que ça veut dire. Les faits indiscutables que l'information statistique est sommée de fournir, mais qu'elle a contribué à accréditer, ne portent pas en eux les modalités de leur discussion. Les chiffres ne portent pas les modalités de leur discussion. La discussion est souvent perçue comme insupportable, parce que le chiffre, c'est vrai, c'est indiscutable. La discussion est perçue comme insupportable, bien plus en tout cas que le débat sur les modalités du débat. C'est donc une échelle des niveaux de débattabilité des objets qu'il faut travailler. Comment on construit le chiffre? C'est quoi le présupposé? C'est quoi l'idée qui préside à la captation, au codage et à l'utilisation du chiffre? À défaut d'un tel travail, l'information statistique risque d'osciller sans fin entre deux états opposés. Celui de référence indiscutable, ah, les chiffres disent ça, donc c'est ce qu'il faut faire, et celui de cible de dénonciation polémique. C'est exactement ce qu'on a avec le vaccin. D'un côté, des chiffres indiscutables, de l'autre côté, des gens qui disent « allez vous faire foutre, je ne me fais pas vacciner ». Donc, pour conclure, le chiffre n'est jamais innocent.
Le chiffre, c'est toujours la mise en œuvre d'une idée préalable. Si Galilée avait calculé Aristote, il serait resté aristotélicien. D'ailleurs, il y a un mec qui a arrêté de calculer Galilée, qui a dit, mais oui, on peut calculer Galilée à 0 avec 14 zéros derrière la virgule. Mais il faut peut-être penser les choses autrement. Il faut peut-être faire une autre expérience de pensée. Vous savez qui c'est? C'est Einstein. Einstein, il a dit, c'est bizarre quand même, la gravitation, on n'arrivait pas à comprendre la gravitation. La gravitation, c'était le seul truc qui fonctionnait à distance sans contact. C'est pas logique. S'il y a une action, il faut qu'il y ait un contact pour donner un coup de boule. Quand Zidane il donne un coup de boule à Materazzi, il faut bien qu'il y ait un contact. Donc il y a toujours contact, sauf pour la gravitation. La gravitation, ça agissait à distance, sans contact. Einstein dit, mais c'est pas logique. Il n'a pas mesuré. Ça, mesurer, on avait fait depuis Galilée, on a mesuré dans tous les sens, avec des zéros dans tous les sens. Il a fait une expérience de pensée, l'expérience de l'ascenseur. Vous la connaissez, l'expérience de l'ascenseur? C'est quand même culotté. Il a réfléchi pendant des années, Einstein. Tout d'un coup, un soir, alors évidemment, c'est une légende maintenant, mais un soir, il s'est dit, putain, si je suis dans un ascenseur et qu'on tire l'ascenseur vers le haut, et qu'il n'y a pas de fenêtre à l'ascenseur, et on tire l'ascenseur vers le haut, dans le vide, sans gravitation, on tire l'ascenseur vers le haut, tout se passe comme si j'étais attiré. Et au fond, je vais pas, si on tire évidemment de façon continue, on tire avec une accélération continue, je ne saurais pas distinguer si c'est la gravitation ou si c'est le mouvement de l'ascenseur. Je n'aurais aucun moyen de distinguer les deux. C'est quoi cette idée? Einstein dit, si vous faites un petit trou dans l'ascenseur et vous projetez de la lumière, parce qu'il réfléchissait sur la lumière, depuis qu'il était tout petit, il voulait comprendre la lumière. Si vous projetez de la lumière et que la lumière passe par ce petit trou, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'ascenseur monte, parce qu'il est tiré vers le haut, la lumière, en entrant dans l'orifice, comme l'ascenseur monte, elle ne va pas frapper la paroi opposée exactement en face du trou, elle va frapper un petit peu en dessous, puisque l'ascenseur monte. Oui, vous me suivez? Donc la lumière va être courbée. Einstein dit, il en déduit, il dit, sur Terre, il va se passer la même chose. Sur Terre, il va se passer la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de gravitation. Pas de gravitation. En fait, il y a un espace courbe. Parce que la lumière, elle n'a pas de masse. La lumière a zéro masse. Le photon, il a zéro masse. Il pèse zéro. On revient à Galilée. Et le marteau et la plume. La lumière, elle pèse zéro. Donc si sur Terre, vous envoyez un faisceau lumineux et il est courbe, c'est qu'il n'y a pas de gravitation, en fait. Il y a un espace courbe. Il y a une courbure de l'espace. Ça, c'est une expérience de pensée. Ce n'est pas un calcul. Et donc, il y a quelqu'un qui a beaucoup étudié ça, c'est Kuhn, qui a étudié la structure des révolutions scientifiques, et il a montré comment on arrivait à penser différemment en changeant de paradigme, en changeant de façon de penser. Et ce qui est drôle, c'est que tous les gens de l'intelligence artificielle nous rebattent les oreilles avec la révolution, la disruption, alors que c'est vieux comme le monde, que le calcul ne fait que dérouler des idées préalables. Donc en fait, cette révolution de l'intelligence artificielle, c'est une révolution en trompe-l'œil. Bien, donc pour conclure, le chiffre ne dispense pas d'intelligence, de l'intelligence, de la créativité, de l'imagination. Le chiffre ne dispense pas d'intelligence, il la suppose. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume. Très délicat de prendre la suite de... Et je ne sais pas si je vais prendre le tramway en plus derrière. C'est terrifiant de prendre le... Merci beaucoup en tout cas pour cette ouverture, cette fenêtre ouverte sur cette réflexion. Et c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, on a eu quelques échanges ce matin. On ne cesse de nous parler de cela. C'est vrai qu'actuellement, on entend parler d'intelligence artificielle quasiment pour tout. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment de pensée, de réflexion, d'analyse entre nous. Je ne sais pas si je peux m'aventurer à savoir si vous avez une question à lui poser. Ah, on a une question. Bonjour monsieur. J'ai écouté avec beaucoup d'attention et avec une certaine admiration la philosophie, comme quoi c'est vraiment toujours utile. Ça me rappelle le délit statistique. Vous savez, bon, moi je suis infirmier, vous avez la CPM qui a établi par des big data un ensemble de statistiques. Si vous n'êtes pas dans la norme d'activité, par définition vous êtes fraudeur. Donc ça veut dire derrière contrôle. Le délit statistique, il n'y a pas de sens. Vous êtes fraudeur puisque vous n'êtes pas dans la stat.
Ce que je crains dans le terme avec le numérique, la santé, vous fumez, vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes un problème. Vous vous comportez pas bien, vous mangez, vous êtes dans la norme. Donc le problème du chiffre, en général, c'est ça. Si vous n'êtes pas dans la norme, à un moment donné, vous êtes soit un voyou, soit un fraudeur, soit à un moment donné un potentiel délinquant. Alors moi, ce que j'ai remarqué dans ce que vous dites, c'est que vous donnez du sens. Parce que derrière le chiffre, c'est ce qui est intéressant, c'est donner du sens. D'ailleurs, c'est le sens même de la philosophie. C'est pourquoi nous sommes là, pourquoi je parle, pourquoi nous essayons d'œuvrer pour la collectivité. En l'occurrence, comment un philosophe comme vous peut avoir une influence dans le chiffrage et une influence pour nos décisionnaires qui, à un moment donné, vont avoir la facilité du chiffre parce que ça rassure un chiffre. Un chiffre, c'est rassurant parce qu'un chiffre, on peut le nommer. Comment vous, avec votre recherche de sens et de questionnement, vous pouvez avoir une influence sur nous en tant que simples soignants qui avons la tête dans le guidon, mais aussi au sein de nos décideurs qui se ramènent toujours à la fée idéologie et à la fée, excusez-moi, technologie. Je vous remercie. Je vais te laisser au passage une petite anecdote. Moi, je connais un établissement, on a demandé de chiffrer à l'aumônier le nombre de personnes qui voyaient passer. Et alors, c'était inquiétant? D'accord. Combien il y a de pêcheurs, alors? Bon. Est-ce que c'est représentatif de la population? Bon. Merci pour cette question. C'est amusant parce que ça me fait penser à un appel que j'ai eu hier, un appel téléphonique que j'ai eu hier qui m'a beaucoup réjoui, évidemment qui m'a flatté, mais qui m'a surtout réjoui, parce que je suis intervenu il y a pas très longtemps à la caisse d'allocation familiale sur la question du handicap. C'est une question sur laquelle j'interviens, que j'aime bien, parce qu'elle pose cette question du quantitatif et du chiffre, puisque finalement le handicap, c'est le fait d'avoir un mauvais chiffre. Alors on a un mauvais lot, pour commencer, mais ensuite on a un mauvais chiffre. Et donc la CAF se demandait comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut inclure, c'est la fameuse inclusion, comment est-ce qu'on peut inclure les handicapés, alors qu'il y a une résistance. Il y a une résistance, il y a une méfiance, il y a une ignorance. Et cette personne m'a appelé en me disant voilà, je voulais vous appeler et vous dire que alors votre intervention a été appréciée, bon, mais les gens ont eu des propositions qui ont repris certaines de vos distinctions, certaines idées pour élaborer des dispositifs d'accueil, etc. Alors pour répondre à votre question, voilà, c'est effectivement c'est ça qui m'intéresse et qui me plaît dans le fait de donner du sens, c'est de donner des instruments pour penser une réalité touffue où très souvent, quand vous n'arrivez pas à vous positionner, vous avez tendance à obéir même si vous n'êtes pas complètement d'accord. Vous n'arrivez pas à formuler les choses. Et donc, où on les formule mais pas assez bien, et du coup on est un peu en retrait. Bon. Et le fait de faire parfois des grands ensembles, parfois un peu caricaturaux, un peu schématiques, ça permet quand même de mieux penser le réel, de dire voilà, de quel côté je suis, quelle est la façon de penser de cette, quels sont les présupposés en fait, quels sont les présupposés de ce mode de calcul ou de cet impératif ou de cette nouvelle façon de s'organiser. Et du coup, on peut la débattre, on peut en discuter, pour éventuellement, dans un deuxième temps, dire effectivement c'est légitime, mais du coup on y adhère. On n'est plus dans une passivité. Je crois que c'est ça. C'est rechercher l'activité, soit pour changer, soit pour accepter et faire qu'on travaille ensemble et qu'effectivement le travail ait du sens. Autre question? On avait échangé un petit peu sur cette question-là. Je me rappelle, lors du lancement de la plateforme régionale de télémédecine, on avait beaucoup réfléchi. D'ailleurs, il y avait même un groupe de travail. Il y avait un groupe de travail juridique, technique et économique. Et c'était de trouver un modèle économique à ce qu'on allait mettre en place. Et il fallait que ça soit rentable, sinon on n'allait pas avoir les sous. Et on est arrivé à la notion de savoir si on allait pouvoir déterminer un modèle économique pour le télé-AVC, la prise en charge des patients ayant une suspicion d'AVC. Et on s'est cassé la figure sur le modèle économique en question. Mais c'est qu'on a eu chaud aux fesses parce qu'on a failli ne pas avoir de plateforme puisqu'on n'avait pas de modèle économique lié au télé-AVC. Par rapport à actuellement les centres de décision qui nous demandent de produire des statistiques d'utilisation, de fréquentation, d'utilisation de cet environnement-là au niveau de l'AVC, qu'est-ce que l'on peut répondre, alors sans que ça soit une recette miracle, mais qu'est-ce que l'on peut répondre par rapport à ça, tout en sachant que le télé-AVC ne sera jamais rentable en rien.
Mais par contre, on ne nous pose jamais la question de savoir ce que les gens sont devenus si on a eu très rapidement l'image sur son téléphone portable et si les gens ensuite s'en sont sortis, si maintenant ils peuvent de nouveau parler, de nouveau manger, de nouveau faire pipi sans une couche, etc. etc. Là, on est un peu démunis. Merci pour cette question, c'est une question intéressante. Alors là, on est au centre. Ça me fait penser à Dominique Méda. Je ne sais pas si vous connaissez Dominique Méda, elle réfléchit sur la question du travail. Et elle dit, le travail, on a perdu sens au travail, on segmente les activités, il y a une pression, il y a des ordres contradictoires. Mais finalement, un des problèmes du travail, c'est qu'on l'a réduit à ce qu'on pouvait quantifier ou à ce qu'on voulait quantifier. Et donc, il y a plein de travail, il y a plein d'activités qui ne sont pas considérées comme du travail, mais qui sont du travail. Et évidemment, c'est une femme, elle prend l'exemple du travail familial, du travail au foyer. Et elle dit, finalement, tous ces travaux, prendre le courrier, faire le relationnel, aller voir la grand-mère, s'occuper des enfants, le médecin, les activités, tout cet ensemble d'activités, c'est un travail. Et même, il y a une équipe de gens qui se sont mis en tête de dire, au fond, combien ça coûte, combien ça produit ce travail. Et donc, alors on peut discuter du référentiel, mais ils se sont dit, si toutes ces activités qui sont faites par une personne au foyer, on le donnait à faire à des entreprises privées, ça coûterait combien? Donc, babysitting, prendre les rendez-vous, donc secrétariat, payer les impôts, faire toutes les choses, les courses, la fameuse charge mentale. Très intéressant cette idée de charge mentale. Donc tous ces éléments, si on les donnait à une entreprise privée ou à des prestataires privés, combien ça coûterait? Et donc on a calculé que ça coûterait 4 000 € par mois. Donc une femme au foyer, ça travaille et ça produit 4 000 €. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui gagnent moins que leurs femmes en fait. Enfin, c'est un peu caricatural, heureusement, c'est moins caricatural aujourd'hui. Mais voilà. Et donc quand vous dites l'AVC, qu'est-ce qu'on chiffre? Alors, il n'y a pas de modèle économique, ouais, mais qu'est-ce qu'on a budgété finalement? Est-ce qu'on a budgété tous les coûts indirects? Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose, c'est est-ce qu'on a budgété le bien-être humain? Le bien-être humain. Donc effectivement, on sauve quelqu'un, on sauve des années de vie, on sauve quelqu'un qui a aussi une utilité sociale. Est-ce qu'on est capable de le chiffrer, ça? Alors éventuellement, mais encore une fois, si vous voulez chiffrer le bien-être personnel, si vous voulez chiffrer l'utilité sociale de quelqu'un qui a des relations avec ses voisins, qui s'occupe de ses petits-enfants, qui consomme, si vous voulez chiffrer toutes ces choses, il faut partir non pas d'un présupposé financier, en disant combien ça rapporte ou combien ça coûte au PIB, le fameux PIB. Il y a deux écoles, c'est comme la chocolatine, le pain au chocolat. Est-ce que c'est PIB, est-ce que c'est PIB? Personne ne sait. Mais si vous décidez de chiffrer toutes ces choses qui sont chiffrables en un sens, comme on peut chiffrer combien une femme au foyer, entre guillemets, gagne, c'est que vous partez du postulat qu'il faut considérer les choses de façon humaine et non pas strictement économique. Et donc, vous avez déjà résolu le problème. Au fond, quand vous rentrez dans le chiffrage, le problème est déjà résolu. Donc, ça correspond tout à fait à cette idée. Oui. Juste dans le même ordre d'idées, vous avez beaucoup parlé d'économie. Si on se met dans le mode de la santé, je trouve qu'il y a deux choses qui ont toujours été des éléments chiffrés manquants. C'est que premièrement, quand on dit qu'on manque par exemple de professionnels de santé, on n'a aucune idée des besoins de la population en soins. Jamais c'est fait. On vous dit on a besoin de tant de médecins pour 100 000 habitants. Ça veut dire quoi? Puisqu'on ne connaît pas l'état de santé de ces 100 000 habitants par rapport aux 100 000 autres. Et la deuxième chose qui me semble, on n'a jamais chiffré non plus, c'est tout ce qu'induit en économie le soin. La production de machines, la production, donc derrière, des gens qui font travailler de l'industrie, de l'industrie du médicament. Ça coûte, mais ça amène aussi des richesses. Et j'ai toujours trouvé qu'on ne marchait pas sur nos deux pieds dans ces économies-là. En fait, que les politiques utilisaient le chiffre comme ils en avaient envie. Et qu'en fait, le chiffre, on pourrait l'utiliser totalement autrement quand on parle de la santé. Oui, merci. Alors j'ai presque l'impression que vous travaillez pour l'industrie pharmaceutique, non? Parce que moi, je travaille pour l'industrie pharmaceutique de temps en temps. J'ai ce vilain défaut. Et on m'a fait intervenir il n'y a pas très longtemps, une grosse boîte de pharmaceutique m'a fait intervenir sur un sujet qui était la santé
un levier d'attractivité. Attention, il faut décrypter. La santé, 2 points, un levier d'attractivité. Point d'interrogation. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent nous dire, on fait des investissements dans le médicament, ça coûte cher à la sécu, ok, on fait du profit, mais ça fait travailler beaucoup de gens, mais ça fait qu'il y a des pathologies qui sont résolues et donc qui coûtent moins par la suite. Et donc, on va faire un chiffrage global, non seulement du coût direct, mais des gains indirects, des gains d'années de vie en bonne santé, des gains sur la production de machines, de développement technologique, des investissements internationaux qui viennent en France parce qu'il y a des industries qui fonctionnent. Donc ce chiffrage-là, il peut être fait, certains le font, certains s'en prévalent pour justifier leur activité.